Ce qui se joue ici ne relève pas d'une simple visite diplomatique, c'est une scène de pouvoir en train de se reconfigurer sous vos yeux, sans effets spéciaux, sans slogan creux. Si vous cherchez à comprendre comment un État commence à se redéfinir, restez jusqu'au bout. Dans ce dialogue, chaque phrase officielle cache une tension réelle. La reconnaissance du passé commun, la mémoire de la lutte contre le nazisme n'est pas un hommage neutre, c'est un rappel brutal. Les peuples africains ont déjà versé leur sang pour des guerres qui n'étaient pas les leurs, tout en étant ensuite relégués à la périphérie du pouvoir mondial. La présence d'Ibrahim Traoré dans ce cadre n'est pas décorative, elle signale un déplacement. Un jeune État qui ne demande plus seulement de l'aide, mais exige une relation rééquilibrée, fondée sur la sécurité, la formation, la souveraineté réelle. Et ce déplacement dérange, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, car toute reconstruction du pouvoir révèle une fracture interne. Lorsque l'on parle de lutte contre le terrorisme, il ne s'agit pas seulement d'ennemis armés dans le désert, il s'agit aussi de réseaux, d'intérêts, de loyautés anciennes qui résistent au changement. La promesse de rétablir l'ordre constitutionnel n'est jamais neutre, elle implique de désigner qui perdra le contrôle. L'insistance sur l'éducation, la science, la formation des jeunes n'est pas un détail humanitaire, c'est une arme politique lente. Former, c'est retirer le monopole du savoir aux anciennes élites dépendantes. C'est déplacer la légitimité vers la masse. À ce stade, une question s'impose. Le pouvoir peut-il se reconstruire sans trahir quelqu'un? Ou toute transformation profonde exige-t-elle une rupture douloureuse, irréversible? Réfléchissez-y, la suite ne parlera plus seulement de dirigeants, mais de ce que les peuples font quand ils cessent d'attendre. Ce qui rend cette scène dangereuse, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui devient possible après qu'elle a été dite. Quand un État affirme publiquement qu'il veut restaurer l'ordre, former sa jeunesse, sécuriser son territoire, il annonce implicitement une redistribution de la force. À ce moment précis, le véritable conflit ne se situe plus entre nations, il se déplace à l'intérieur, car toute aide extérieure, toute coopération militaire ou éducative agit comme un révélateur, elle expose ceux qui bénéficiaient du désordre. Les discours sur le terrorisme masquent une réalité plus inconfortable. Le chaos n'est pas seulement imposé de l'extérieur, il est souvent entretenu de l'intérieur. La promesse d'un appui sécuritaire n'est jamais gratuite sur le plan politique. Former une armée, renforcer la capacité de défense, c'est aussi transformer la chaîne de commandement. Et là surgit la peur des élites intermédiaires, des relais locaux de ceux qui survivaient grâce à l'ambiguïté, à la dépendance, à la faiblesse institutionnelle. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré devient un point de cristallisation, non pas parce qu'il concentre le pouvoir, mais parce qu'il oblige chacun à se positionner, rester fidèle à l'ancien système ou accompagner une reconstruction qui ne garantit aucune place acquise. La coopération éducative, les bourses, les instituts, les échanges scientifiques jouent un rôle silencieux mais explosif. Ils produisent une génération qui pense autrement, une génération qui ne demande plus l'autorisation de comprendre. Et c'est précisément là que naît la trahison interne, lorsque ceux qui devaient transmettre sabotent, ralentissent, détournent. Posez-vous cette question et dites-le en commentaire si vous osez. Un État peut-il renaître si ceux qui le composent refusent de perdre leurs privilèges? À mesure que la sécurité progresse, que la formation s'élargit, le pouvoir cesse d'être un pacte entre quelques-uns. Il commence à se déplacer vers la rue, vers la jeunesse, vers la mémoire collective. Et ce déplacement, une fois enclenché, ne demande plus la permission. La suite va franchir un seuil, car lorsque les masses cessent d'attendre des ordres, le pouvoir change de nature. À partir de là, le centre de gravité se déplace. Le pouvoir n'est plus seulement concentré dans les palais, les ministères ou les états-majors, il commence à circuler et quand le pouvoir circule, il devient imprévisible. Les références répétées à l'histoire, au sacrifice, à la victoire contre le nazisme ne sont pas de simples rappels mémoriels, elles servent à reconstruire une continuité, dire au peuple « Vous avez déjà résisté, vous avez déjà payé le prix, vous avez déjà existé comme force historique. Ce message, une fois entendu, est impossible à effacer. C'est ici que la masse entre en jeu. Pas comme foule émotionnelle, mais comme acteur latent. »
Quand un dirigeant affirme que la lutte contre le terrorisme est une lutte contre l'impérialisme, il redéfinit l'ennemi. Il ne parle plus seulement d'armes, mais de structures. Et les structures, elles, vivent au cœur même de la société. La formation, la science, la technologie deviennent alors des terrains de bataille. Former des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens, ce n'est pas développer l'économie à court terme. C'est créer des individus capables de remettre en cause l'ordre existant, capables de poser des questions que l'ancien système ne savait pas gérer, capables surtout de ne plus obéir par défaut. À ce stade, la peur change de camp. Ce ne sont plus les populations qui craignent l'instabilité, ce sont les détenteurs d'influence qui redoutent la clarté. Car un peuple formé, organisé, conscient de son histoire n'est pas manipulable durablement. Dites-moi ce que vous en pensez. La force d'un État repose-t-elle sur ses institutions ou sur la conscience de ceux qui les composent? Progressivement, le discours sécuritaire cesse d'être défensif, il devient fondateur. Un État fort n'est plus celui qui contrôle par la contrainte, mais celui qui canalise une énergie collective, une énergie qui ne demande pas à être dirigée, mais reconnue. Et c'est là que surgit la question la plus dangereuse. Quand le peuple commence à se percevoir comme source du pouvoir, que reste-t-il aux structures anciennes? S'adapter ou disparaître? La reconstruction de l'État n'est donc pas un processus administratif, c'est un choc entre générations, entre loyauté, entre vision du futur. Et une fois ce choc amorcé, aucun retour en arrière n'est possible. La prochaine étape ne parlera plus de promesses, elle parlera de conséquences. À ce stade, lorsque la reconstruction cesse d'être une idée, elle devient une menace concrète pour l'ordre établi. Car réorganiser l'État, ce n'est pas seulement renforcer l'armée ou réformer l'éducation, c'est décider qui compte et qui ne comptera plus. Les promesses d'aide, de coopération, de transfert de compétences fonctionnent comme un miroir brutal. Elles révèlent l'écart entre le discours officiel et les capacités réelles de l'appareil étatique. Et dans cet écart se glissent les fractures. Ceux qui contrôlaient hier les flux, les budgets, les nominations comprennent qu'un système plus transparent est un système qui les expose. La lutte contre le terrorisme devient alors un langage à double tranchant. Officiellement, elle vise des groupes armés, mais dans la pratique, elle remet en cause des arrangements anciens, des complicités silencieuses, des zones grises soigneusement entretenues. Chaque avancée sécuritaire resserre l'étau autour de ceux qui prospéraient dans l'instabilité. C'est ici que la notion de trahison interne prend tout son sens. Pas une trahison spectaculaire, mais diffuse, retard administratif, résistance passive, décisions vidées de leur substance. La reconstruction de l'État se heurte rarement à une opposition frontale. Elle est sabotée de l'intérieur par ceux qui sourient en public et bloquent en coulisses. Dans ce contexte, la figure du dirigeant s'efface progressivement derrière un processus plus large, moins de déclarations, plus d'effets systémiques, la montée en puissance de la jeunesse formée, l'émergence de nouvelles compétences, la redéfinition des priorités nationales modifie la structure même du pouvoir et cette transformation ne peut plus être arrêtée par un simple changement de personne. C'est précisément ce qui inquiète. Un pouvoir personnalisé peut être renversé. Un pouvoir diffus, partagé, enraciné dans la société est beaucoup plus difficile à neutraliser. Lorsque la population commence à percevoir l'État non comme une entité étrangère, mais comme une construction collective, la loyauté change de camp. Arrêtons-nous un instant ici. Qui trahit réellement l'État? Celui qui rompt avec l'ancien ordre ou celui qui refuse de laisser naître le nouveau? La reconstruction n'avance plus à coups de slogans. Elle progresse par friction, par conflits invisibles, par perte de contrôle successive pour ceux qui croyaient l'avoir définitivement acquis. Et plus ce processus avance, plus une vérité devient impossible à ignorer. Un État qui se refonde ne demande pas la permission, il s'impose d'abord à lui-même. La suite ira encore plus loin. Car lorsque l'État commence à se transformer, c'est toute la société qui est forcée de choisir son camp. À ce niveau, la question n'est plus de savoir si l'État va changer. La question est de savoir qui survivra à ce changement, car lorsque la reconstruction atteint ce stade, elle ne touche plus seulement les institutions, elle pénètre les habitudes, les réflexes, les dépendances invisibles qui structuraient la vie politique, économique et sociale. Et c'est là que la résistance devient la plus féroce. Les partenariats internationaux, présentés comme techniques ou humanitaires, prennent alors une autre dimension. Ils court-circuitent les circuits traditionnels. Ils introduisent de nouvelles normes, de nouvelles exigences, de nouvelles comparaisons. Et soudain, l'excuse du
on ne peut pas ne tient plus. L'aide alimentaire, par exemple, n'est jamais seulement alimentaire. Elle pose une question simple et brutale. Pourquoi un pays riche en terre, en main-d'œuvre et en jeunesse dépend-il encore de l'urgence? Et cette question dérange bien plus que n'importe quel discours idéologique parce qu'elle désigne une responsabilité interne. La coopération éducative agit de la même manière. Former à l'étranger, transmettre des compétences, exposer les étudiants à d'autres systèmes, c'est ouvrir une brèche irréversible. Ces jeunes ne reviennent pas neutres, ils reviennent avec des comparaisons, avec des attentes, avec une intolérance nouvelle pour l'improvisation permanente et le mensonge institutionnel. À ce stade, le pouvoir ne se défend plus seulement contre des menaces armées, il se défend contre le regard critique de sa propre population. Et ce regard est bien plus difficile à contenir, c'est ici que le rôle des masses bascule définitivement. Elles ne sont plus un réservoir de légitimité que l'on invoque lors des crises, elles deviennent une force de pression constante, une force qui exige des résultats, pas des promesses, une force qui commence à comprendre les mécanismes du pouvoir et donc à les contester. Dans ce contexte, toute tentative de retour en arrière devient explosive, chaque recul est perçu comme une trahison. Chaque compromis opaque alimente la défiance, la marge de manœuvre se réduit brutalement, non pas sous la pression extérieure, mais sous la pression interne. Et c'est là que l'État est mis à nu. Soit il accepte de se transformer réellement en redistribuant l'accès aux ressources, au savoir, à la décision, soit il tente de préserver une façade au prix d'une rupture définitive avec sa base sociale. La figure du dirigeant, à ce stade, n'est plus centrale, elle devient symbolique. Ce qui compte désormais, ce sont les mécanismes qu'il a contribué à déclencher ou qu'il n'a pas su arrêter, des mécanismes qui échappent progressivement à toute volonté individuelle. La reconstruction de l'État n'est donc pas un projet maîtrisé, c'est une dynamique qui pousse, qui écrase, qui sélectionne. Certains s'adaptent, d'autres sabotent, beaucoup disparaissent du jeu sans bruit et une vérité commence à s'imposer, froide, implacable. Quand le peuple prend conscience de sa force collective, l'ancien État devient trop petit pour contenir ses attentes. La suite ne traitera plus de transition, elle traitera de rupture, car il arrive toujours un moment où réformer ne suffit plus, où reconstruire signifie abandonner définitivement ce qui était. La rupture commence rarement par une explosion, elle commence par un silence lourd, chargé d'attentes, où les anciennes promesses ne suffisent plus à contenir la pression. À ce stade, l'État ne peut plus se contenter de gérer, il doit choisir, le langage change, on ne parle plus seulement de sécurité ou de coopération, on parle de sens. Tiens, pourquoi lutter? Pourquoi reconstruire? Et surtout, pour qui? Quand un discours affirme que le terrorisme est le produit de structures impériales, il déplace radicalement le cadre. La violence n'est plus une anomalie, elle devient un symptôme et traiter le symptôme sans toucher à la cause revient à préparer la prochaine crise. Ce diagnostic oblige l'État à regarder en face ses propres failles, ses compromis passés, ses dépendances assumées. La montée en puissance de la formation militaire et civile agit alors comme un accélérateur. Former, ce n'est plus seulement transmettre des compétences, c'est inculquer une discipline, une méthode, une vision du long terme. Et cette vision entre en collision avec les logiques de court terme qui dominaient jusque-là les arrangements rapides, les fidélités personnelles, les calculs opportunistes deviennent des handicaps. À mesure que cette nouvelle logique s'impose, la notion même de loyauté se transforme. Être loyal ne signifie plus protéger un réseau ou une position. Être loyal signifie accepter la perte de contrôle au nom d'un objectif collectif. Et cette redéfinition fait mal parce qu'elle exige des sacrifices réels, pas des déclarations symboliques. La société, elle aussi, change de posture, elle observe, elle compare, elle apprend à reconnaître les incohérences. Chaque dissonance entre le discours et l'action est immédiatement perçue. Et dans un contexte où l'information circule, où les récits se confrontent, l'erreur n'est plus invisible. C'est ici que le pouvoir entre dans sa phase la plus fragile, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est exposé, tout devient lisible. Les blocages, les résistances, les trahisons discrètes. Et cette lisibilité transforme la colère diffuse en exigence structurée. Un État en reconstruction ne peut plus jouer sur tous les tableaux, il ne peut plus promettre à chacun de conserver sa place.
Il doit accepter la conflictualité comme moteur, accepter que certains intérêts soient sacrifiés pour que le système tienne debout. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le processus est juste ou injuste. La question est de savoir s'il est irréversible. Et tout indique que oui, car une fois que la population a goûté à la possibilité d'un État fonctionnel, d'un pouvoir redevable, d'un avenir pensable, il n'existe plus de retour confortable vers l'ancien désordre. La suite franchira un dernier seuil, celui où la reconstruction cesse d'être une option politique pour devenir une exigence populaire. À ce point précis, l'exigence populaire cesse d'être abstraite. Elle devient pression, une pression constante, diffuse, impossible à ignorer, qui s'exerce sur chaque rouage de l'État. Le pouvoir n'est plus évalué sur ses intentions, mais sur sa capacité à produire des résultats visibles. La reconstruction entre alors dans une phase dangereuse parce qu'elle ne tolère plus l'ambiguïté. Les discours de transition, les justifications techniques, les délais éternels perdent leur efficacité. La population a compris que le temps politique est une arme et elle refuse désormais qu'il soit utilisé contre elle. C'est ici que les contradictions internes éclatent au grand jour. Ceux qui se présentaient comme des soutiens révèlent leurs limites. Ceux qui parlaient de stabilité montrent leur peur du changement et ceux qui invoquaient l'unité sont contraints de choisir entre le système et la société. La force des masses ne réside pas dans la violence, elle réside dans la lucidité collective, dans la capacité à identifier les blocages, à nommer les responsabilités, à retirer la légitimité sans forcément descendre dans la rue. Un pouvoir peut résister à une révolte. Il résiste beaucoup moins bien à une perte de crédibilité prolongée. À mesure que cette conscience s'étend, le rôle des institutions se redéfinit. Elles ne sont plus des forteresses fermées, elles deviennent des espaces contestés. Chaque décision est scrutée, chaque retard est interprété. Chaque incohérence alimente un récit parallèle bien plus puissant que la communication officielle. Dans ce contexte, la reconstruction de l'État n'est plus dirigée uniquement par le sommet. Elle est tirée par la base, par des attentes qui s'organisent, se formulent, se transmettent, par une société qui ne veut plus seulement survivre, mais comprendre et participer. Et c'est là que réside le véritable basculement, quand le peuple cesse de demander des sauveurs et commence à exiger des structures, quand la figure du leader devient secondaire face à la solidité des mécanismes, quand la question n'est plus qui dirige, mais comment sommes-nous gouvernés ? À ce stade, toute tentative de recentralisation autoritaire devient contre-productive. Elle confirme ce que la population soupçonnait déjà, que le problème n'était pas seulement externe, qu'il était enraciné dans la manière même d'exercer le pouvoir. La reconstruction arrive alors à un point de non-retour, soit l'État accepte d'être transformé par sa société, soit il tente de la contenir au risque de se fracturer définitivement. La dernière étape approche et elle ne laissera plus aucune place au compromis mou et alors tout se clarifie. Non pas parce que les tensions disparaissent, mais parce qu'elles cessent d'être niées. La reconstruction de l'État atteint son point de vérité quand plus personne ne peut faire semblant, quand chaque acteur est forcé d'assumer sa position, ses choix, ses silences. À ce stade, le pouvoir n'est plus une promesse, il est une responsabilité exposée. Il ne se mesure plus à la force des discours, mais à la capacité de tenir face à la pression sociale. Une pression qui ne crie pas toujours, mais qui observe, compare et juge. La trahison interne, longtemps diffuse, devient visible, non comme un complot unique, mais comme une somme de renoncements, des décisions évitées, des réformes édulcorées, des intérêts préservés au nom de la prudence. Et face à cela, la société apprend une chose essentielle. L'État ne se sauve pas par le sommet seul. La force des masses, ici, ne renverse pas. Elle restructure, elle impose de nouvelles normes, elle redéfinit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus. Et cette redéfinition est irréversible parce qu'elle s'enracine dans l'expérience collective. C'est là que la transformation devient réelle. Quand l'État cesse d'être perçu comme un héritage figé pour devenir un chantier permanent, quand le pouvoir n'est plus confondu avec des individus, mais identifié comme un système perfectible, contrôlable, critiquable, ce moment est fragile parce qu'il ne garantit ni succès rapide, ni stabilité immédiate. Mais il marque une rupture fondamentale. Le retour à l'ancienne passivité n'est plus possible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, posez-vous une dernière question. Un État fort est-il celui qui impose l'ordre ou celui qui accepte d'être transformé par la conscience de son peuple ? Ce qui se joue maintenant ne concerne pas un pays isolé, c'est une trajectoire.
et elle ne fait que commencer.